On nous balance un kidam nommé Ray Breslin dont l'existence est prétendument sur le point d'être chamboulée, une ficelle scénaristique d'une limpidité affligeante. Un autre tolard mort de trouille baragouine un avertissement à Ray au sujet d'un caïd du coin nommé Jax. Ce détenu transit par martèle que Jax est résolu à chercher des pots à Ray pour un motif parfaitement stupide. Le jour suivant, Jax se jette comme convenu sur Ray avec un schlass dans une manœuvre pitoyable pour imposer son autorité. Manque de bol pour Jax, Ray expédie ce crétin avec une aisance insolente, pliant l'affrontement sans forcer. Les matons débarquent, dispersent les belligérants et exfiltrent Ray de la scène. Il le fourgue au quartier de haute sécurité, un vulgaire cube de béton glorifié pour la pire racaille. Ray est parqué dans un cachot exiguë aveugle avec pour seul compagnon des latrines et une caméra épiant ses moindres gestes. Le seul bien personnel qu'on daigne lui laisser est une Bible. Sans perdre une seconde, Ray se met à échafauder une fuite spectaculaire car c'est manifestement son unique corde à son arc. Il a déjà décortiqué l'architecture des lieux et remarque que le bloc d'isolement est pratiquement mitoyant du garage des pompiers. Un épiant sans scrupule les conversations des matants, il perce à jour leur routine totalement téléphonée. Il constate que le secteur d'isolement souffre d'un manque de personnel ridicule, du pain béni pour son stratagème. Durant plusieurs jours, Ray répertorie méticuleusement les rondes des surveillants et leurs manies entièrement prédictibles. Il repère que les matons s'accordent une pause clope rituelle qui s'étend sur 7 minutes. Fort de ce renseignement, il définit l'instant et le procédé idéaux pour sa fuite imminente. L'ultime obstacle consiste à se procurer le code d'accès de la porte de son cachot de haute sécurité. Pour contourner cet écueil, il pèle avec soin une mince pellicule de sa brique de lait chocolaté, digne d'un Houdini des barreaux. Durant une sortie sous surveillance, il appose furtivement ce fragile film plastique sur le digicode de la porte. Plus tard, en examinant les traces de doigts poisseuses du maton, il parvient à deviner les chiffres exacts du code. Une fois les chiffres possibles identifiés, déchiffrer la combinaison devient une simple formalité. Parallèlement, Ray met au point un stratagème clandestin pour communiquer avec son équipe à l'extérieur. Il camoufle un message codé dans une missive, leur intimant l'indre de monter une diversion de grande ampleur. La diversion est programmée pour 16 heures pile le jour de sa cavale. Il confectionne également de petites boules de papier hygiénique imbibées de savon, pièce maîtresse de son stratagème. Le jour de la fuite programmée arrive enfin. Après sa sortie, Ray obstrue discrètement le pêne de la porte avec le papier savonneux, l'empêchant de se verrouiller totalement. Aussitôt les matons partis pour leur pause clope, il compose le code et s'extirpe de sa cellule. Tel une ombre, il s'infiltre dans une gaine d'aération qui débouche tout droit dans le garage des pompiers, complètement désert. À l'intérieur, il revêt en vitesse une tenue de pompier abandonnée là, comme par enchantement. À l'heure H, son équipe déclenche la diversion en faisant sauter une bagnole hors de l'enceinte de la prison. Tandis que les soldats du feu déboulent sur les lieux, Ray prend la poudre d'escampette agrippée sous sein de leur camion, tel le héros d'un nanar d'action. Une fois hors de l'enceinte, il s'engouffre ni vu ni connu dans une bagnole qui l'attend, pilotée par ses complices Abigail et Hush. Il l'emmène à quelques encablures de la prison et le largue près d'une cabine téléphonique, véritable relique d'un temps révolu. Toujours affublé de sa tenue de tôlard, Ray se dirige vers la cabine pour passer un coup de fil. Une voiture de police repère l'évadé manifeste et bientôt une meute de flics l'encercle, l'arme au poing. Il réussit à passer un bref appel et balance un code sibyllin « Showtime ». Peu après, un type en costard nommé Lester Clark débarque, exudant une arrogance de petit chef insupportable. Il échange quelques mots avec les flics et leur refile des papiers à l'allure officielle. Après avoir parcouru les documents, les flics, chose à peine croyable, laissent filer Ray sans demander leur reste. Ray et Lester se postent ensuite dans le bureau du directeur en attendant son arrivée. Quand le directeur déboule finalement et pique une crise sur le champ, réclamant des comptes pour ce bordel. C'est à ce moment-là que Lester crache la putain de vérité sur toute cette mascarade. Ray n'est pas un taulard, il est le cofondateur d'une boîte de sécurité spécialisée dans le test de l'inviolabilité des pénitenciers. Son boulot consiste à se faire coffrer dans des prisons pour vérifier si elles sont réellement inviolables. Avec le temps, Ray s'est forgé une légende, devenant l'unique type capable de se faire la belle de n'importe quelle prison jamais érigée. Brûlant de savoir comment ce fils de pute a réussi son coup, le directeur le passe à la question pour connaître chaque détail. Ray détaille avec arrogance qu'après avoir pigé que le quartier d'isolement jouxtait la caserne des pompiers, il a intentionnellement cherché la merde à d'autres tolards pour finir au mitard. Le reste de son plan de fuite n'était qu'une démonstration de maître dans l'exploitation de la routine fainéante et prévisible des matons. Bluffé par le génie de Ray, le directeur lâche une ultime question avant qu'il ne parte. Il demande quelle sorte d'individu s'infligerait de passer le plus clair de son existence derrière les barreaux. Ray répond sobrement qu'il possède des aptitudes particulières, un don pour déceler les failles de toutes les prisons que l'homme peut concevoir. Après ce compte-rendu, Ray regagne son bureau pour la première fois en 5 mois. Là, l'attend un casse-tête 3D sur mesure conçu par Hush, un engin sophistiqué qu'il peaufine depuis des lustres.
Ray, en génie de service, le plie en quelques secondes, laissant Hush partager entre admiration et dépit. Pendant ce temps, son associé, Lester, a arrangé un rendez-vous avec une avocate de la CIA nommée Jessica Miller. Ray en déduit avec perspicacité qu'être avocat est d'une certaine manière encore plus retors qu'être un espion. La dame a dévoré le bouquin de Ray sur les failles de sécurité pénitentiaire et a été profondément impressionnée par son expertise. Jessica le sollicite pour éprouver un nouveau pénitencier clandestin destiné à des criminels dont les gouvernements nient officiellement l'existence. Ce pénitencier est une affaire privée et sa localisation est tenue secrète. L'équipe de Ray, dans un rare éclair de lucidité, lui dit immédiatement d'aller se faire foutre, jugeant le projet trop périlleux et illégal à en crever. Mais voilà que Lester dégaine l'appât. Jessica offre un putain de pactole pour cette seule et unique mission. Malgré la montagne de pognon indécente, Ray demeure extrêmement sceptique face à cette offre véreuse. Mais Jessica, imperturbable, martèle que les détenus ne sont pas de simples criminels, mais d'authentiques monstres qui ne doivent sous aucun prétexte être relâchés. Ces conneries manipulatrices font changer Ray d'avis et au mépris des conseils de son équipe, il accepte stupidement le marché. Jessica dégote à Ray une couverture en tant qu'Anthony Porto, un terroriste espagnol. Son unique contact désigné à l'intérieur du pénitencier est le directeur, un certain Roger Marsh. Si la situation dégénère, Ray doit lui fournir un code d'évacuation pour se tirer de là. Le jour de l'opération, Hush implante chirurgicalement un traceur dans le bras de Ray, conformément au protocole. Mais le plan part immédiatement en couille quand en vanne pile net et que des molosses masqués l'enlèvent. Il repère immédiatement le traceur et le lui extrait brutalement du bras, le rendant ainsi intraçable. Avant que Ray ne puisse comprendre la traîtrise, il l'assomme avec un puissant sédatif, garantissant que l'emplacement de la prison reste secret. Ray reprend connaissance plus tard dans un hélicoptère, se sentant désorienté et vulnérable. Il voit un maton exécuter froidement un autre détenu puis balancer le cadavre par-dessus bord. Avant que Ray ne puisse digérer cette putain de sauvagerie, les matons constatent qu'il a repris conscience et l'assomment de nouveau. Ray émerge finalement à l'intérieur de la prison, une effroyable nasse de verre et d'acier. Il se retrouve dans une boîte de verre sur une plateforme, exhibée telle une pitoyable bête de foire. Tout autour de lui, d'autres détenus sont parqués dans les mêmes cages de verre sous une vigilance permanente et écrasante. Des matons masqués et lourdement armés arpentent les coursifs tandis que des caméras robotisées scrutent les mouvements de chaque prisonnier. Peu après, Ray est conduit devant le directeur, un connard arrogant nommé Hobbs qui se présente avec un rictus satisfait. Totalement décontenancé, Ray demande où diable se trouve ce fameux directeur Marsh. Hobbs l'informe glacialement qu'il n'y a aucun directeur Marsh, ce qui déclenche un putain de voyant rouge écarlate. Son angoisse monte d'un cran alors qu'il se remémore la vision d'un maton exécutant un détenu dans l'hélicoptère. Hobbs, visiblement irrité par cette réalité gênante, les conduit et tente de s'esquiver. Ox à bois, Ray l'interpelle et lui balance le code « Foutez-moi le camp d'ici ». Hobbs lui éclate de rire à la putain de gueule, raillant l'idée que quelques chiffres puissent le libérer. Il l'assène glacialement que Ray n'est qu'un simple prisonnier parmi d'autres et qu'il est foutu pour de bon. Pendant ce temps, Abigail et Hush cherchent en veille à localiser Ray. De retour dans la prison, les détenus reçoivent l'ordre de converger vers la zone Babylone, une appellation pompeuse pour la cour de promenade. Ray, cependant, demeure dans sa cage totalement abasourdi par la tournure désastreuse de sa situation. Lorsque le directeur l'apostrophe sous le nom de Porthos, un prisonnier à proximité tique, semblant reconnaître le patronyme. En se dirigeant vers la cour, Ray observe les matons tabassés des détenus et en déduit que leur objectif est de briser le moral des prisonniers. Bientôt, une bande de colosses s'approche de Ray, visiblement désireuse de réserver un accueil musclé aux nouveaux venus. Ray leur signifie d'aller se faire foutre en brisant le doigt de l'un des malabars. Avant qu'une rixe ne puisse éclater, le détenu qui a reconnu son nom, Émile Rothmayer, s'interpose avec ses acolytes. Émile tente d'engager la conversation avec Ray, mais ce dernier n'a pas de camp à perdre en politesse superflue. Émile continue son laïus, révélant qu'il gérait la sécurité d'un certain Mannheim, un soi-disant prodige de la finance. Il dépeint Mannheim comme un Robin des Bois des temps modernes, une figure de légende qui vole les nantis pour aider les démunis. Mais Ray garde ses distances, n'en ayant rien à carrer de discuter avec ce taulard sorti de nulle part. Dans son bureau, le directeur Hobbs sermonne son subalterne pour avoir liquidé le prisonnier dans l'hélicoptère. À la grande stupeur de l'officier, Hobbs déclare que le coût intégral du détenu décédé sera ponctionné sur son salaire de misère. C'est une putain de confirmation sinistre que cette prison n'est qu'un business glacial où les êtres humains ne sont que du bétail. Dans sa cellule, Ray commence à décortiquer le comportement des matons et l'agencement du pénitencier pour y déceler des failles exploitables. Émile approcherait à plusieurs reprises, le questionnant sur l'objet de ses observations. Ray commence à piger, ce n'est pas une prison, c'est un complexe clandestin où les ruches se débarrassent de leurs ennemis moyennant un putain de pactole.
Pour glaner plus d'informations, Ray décide d'inspecter la zone d'isolement surnommée la boîte chaude. Pour y parvenir, il doit se faire envoyer au mitard. Il sollicite donc l'aide d'Emile. Emile accepte de l'assister et lui décoche aussitôt un direct au visage. Ils se lancent tous les deux dans une bagarre de catch chorégraphiée qui capte l'attention de toute la prison. Observant la scène sur ces monitors, le directeur Hobbs trouve le spectacle profondément divertissant. Sans surprise, Ray et Emile sont balancés dans la zone d'isolement, une pièce minuscule qui fait aussi office de chambre torture. La cellule est une véritable fournaise avec des températures suffisantes pour rôtir un homme. Des lampes halogènes aveuglantes les pylônes, conçues pour désorienter et déshydrater les prisonniers. Pendant tout ce temps, le directeur Hobbs les observe souffrir sur ses écrans avec la jubilation d'un authentique sadique. Après une journée entière à cuire sur place, un médecin de la prison se pointe pour un examen de routine sur Ray. Ray tente d'amadouer le médecin, cherchant à connaître la localisation de la prison, cherchant à identifier une faiblesse systémique. Il perçoit l'hésitation du toubib, signe d'un cas de conscience. Avant que le médecin ne puisse piper mot, un maton se plante devant lui, exigeant de savoir ce que Ray a demandé. Mort de peur, le médecin ment, prétendant qu'il ne parlait que de déshydratation. Mais Ray surprend cet échange pathétique et identifie à juste titre le médecin comme une clé potentielle pour sa fuite. Pendant ce temps, Abigail et Hush confrontent Lester, exigeant de savoir où est Ray sans plus d'excuses à la con. Ils exigent qu'il dénoue la situation en contactant Jessica sur le champ. Au début, cette fouine de Lester refule, brandissant le contrat et leur disant de faire confiance au protocole. Mais Hush, excédé par ses balivernes, menace le pleutre avec une telle efficacité qu'il est contraint de revoir sa position. Sous la contrainte, Lester finit par plier et promet d'appeler Jessica pour régler ce merdier. Après avoir été libéré du mitard, Ray partage sa récente découverte avec Emile. Il a remarqué que les sols de la chambre sont fixés avec des rivets en acier au lieu de ceux en aluminium, plus adéquats. Il suppose que l'installation est souterraine où l'humidité ferait rouiller l'acier et créerait une faiblesse structurale. Cela signifie que s'il peut faire sauter ses rivets, il pourrait trouver une issue hors de ce trou à rats. Pour y parvenir, Ray demande à Emile de lui dégoter une plaque de métal adéquate pour faire levier sur les rivets. Emile met aussitôt en branle son propre plan astucieux pour obtenir l'outil. Il informe les matons qu'il est disposé à fournir des renseignements sur son ancien patron, Mannheim, au directeur. Durant l'entrevue, le directeur essaye de nouveau de cuisiner Emile pour obtenir la localisation de Mannheim. Au lieu d'obtempérer, Emile se paie la tête du directeur en dessinant une carte détaillée mais entièrement bidon. Fou de rage, Hobbs ordonne à ses gardes de torturer ce connard d'ensoumis pour avoir fait le malin. Les gardes lui enfoncent un tuyau d'arrosage dans la gorge dans une démonstration de pouvoir sadique et bestial. Après la séance de torture, Emile réussit à subtiliser une plaque de drainage sans que les matons idiots ne s'en aperçoivent. Plus tard, Emile fournit la plaque de drainage à Ray et exige en échange l'intégralité du plan d'évasion. Ray finit par céder, lui balançant toute la putain de vérité sur son boulot et son don pour les évasions. Il expose son plan d'utiliser une surface métallique réfléchissante pour concentrer la chaleur des lampes sur les rivets en acier, les faisant se dilater et sauter. Il explique que son analyse de la conception de la prison l'a mené à une conclusion dérangeante. Le directeur a utilisé les putains de propres rapports de sécurité de Ray tirés de son livre pour bâtir cette forteresse prétendument inviolable. Se basant sur ces observations, Ray émet l'hypothèse que la prison est située en sous-sol, peut-être dans une vaste caverne. Ray ne demande qu'une chose en retour, une diversion parfaitement synchronisée. Emile accepte et provoque un détenu musulman nommé Javed en lançant une remarque ignoble sur sa mère. Comme prévu, une bagarre générale éclate dans toute la cour de la prison. Alors que la violence monte en puissance, les matons affluent pour rosser les détenus et les parquer dans les cellules d'isolement. Une fois à l'intérieur de la cellule, Ray commence à chauffer les rivets tout en restant hors du champ de la caméra. Quand il a fini, il frappe contre les murs pour signaler à Emile d'enclencher la phase suivante du plan. Emile se met à hurler comme un damné, réussissant à attirer toute l'attention sur sa performance. Pendant la diversion, Ray obstrue la caméra de sa Sylvie et pénètre dans le système de ventilation. Et progressant dans l'espace exigu, il heurte par inadvertance une vanne, ce qui déclenche une inondation conséquente. Quand Ray débouche enfin à l'extérieur, il est confronté à une réalité absolument hallucinante. La prison n'est pas souterraine, elle est sur un putain de cargo gigantesque au milieu de ce foutu océan. Réalisant à quel point il est dans la merde jusqu'au cou, Ray retourne à l'intérieur en 4e vitesse avant que quiconque ne le repère. L'inondation qui en résulte endommage les cellules d'isolement, créant une diversion qui permet à Ray de revenir sans être détecté. Pendant ce temps, de retour à la civilisation, Abigail et Hush cuisinent de nouveau Lester pour obtenir des réponses. La perspicace Abigail remarque que le piment de Ray a été gelé, ajoutant une nouvelle couche de c'est quoi ce bordel à la situation. Lester tente de les calmer avec des conneries bidons sur le gouvernement fédéral. Sur le navire, le directeur Hobbs et un officier évaluent les dégâts causés par l'inondation.
Durant leur inspection, ils découvrent qu'un certain nombre de rivets ont disparu. Hobbs sent instantanément qu'il y a anguille sous roche, comprenant que quelqu'un a saboté sa précieuse installation. Ce traître de connard de Lester appelle alors le directeur Hobbs et lui déballe toute la putain de vérité sur la véritable identité de Ray. Mais au lieu de faire sortir Ray, il ordonne au directeur de s'assurer que Ray reste coincé pour de bon dans ce trou à merde. Il s'avère que ce salaud à double visage de Lester est le PDG de cette prison illégale, engagé parce que sa société jouit d'une réputation irréprochable. C'est lui qui est réellement derrière la traque de Mannheim, motivé par une putain d'énorme prime offerte par les banquiers les plus puissants du globe. Exigeant des résultats, Lester met la pression sur Hobbs pour accélérer l'interrogatoire d'Emile en brisant d'abord Ray. Le directeur commence à détruire systématiquement Ray par une privation de sommeil implacable et des passages à tabac quotidiens. Emile tente d'empêcher Ray de perdre complètement la raison, lui disant de rester concentré malgré cette torture infernale. En soignant les blessures de Ray, le médecin est submergé par la culpabilité pour son rôle dans cette affaire. Pour motiver Ray, Emile le questionne sur son histoire personnelle. Ray révèle qu'un criminel qui l'avait fait coffrer s'est évadé et a assassiné sa femme et son fils, une tragédie qui a anéanti sa vie. Depuis ce jour funeste, il a consacré son existence à rendre les prisons si sûres que personne d'autre n'ait à endurer cette merde. Et m'entendant cela, Emile rappelle à Ray qu'il a désormais une putain de bonne raison de s'échapper, se venger des salopards qui l'ont trahi. Hush creuse plus profondément et découvre le nom de la prison, la tombe, mais sa localisation demeure un mystère exaspérant. Ray et Emile commencent à surnommer les gardes d'après leurs habitudes pour différencier ces connards masqués les uns des autres. Pour passer plus de temps avec le médecin, Emile poignarde Ray à la cuisse, un acte d'amitié particulièrement tordu. Ray tente à nouveau de raisonner le médecin, mais le type est toujours pétrifié de trouille. Pendant l'intervention médicale, Ray subtilise discrètement de la poudre coagulante et d'autres fournitures. Il bricole ensuite un sextant rudimentaire avec du carton et des lunettes pour déterminer leur latitude. Ray négocie avec Hobbs, proposant d'extorquer l'emplacement de Mannheim à Emile en échange de plus de temps. Ils obtiennent l'aide de Javed, un détenu musulman qui simule d'être un informateur pour accéder au pont pour ses prières. Javed utilise le sextant pour déterminer leur latitude, confirmant qu'ils sont dans le putain d'Atlantique près du Maroc. Emile se souvient d'un contact à Casablanca qui lui doit une faveur et possède les moyens de monter un sauvetage. Ray engère la poudre coagulante volée pour simuler une urgence médicale et accéder au médecin. Le médecin se décide enfin à avoir des couilles, trouve le livre de Ray dans le bureau de Hobbs et accepte d'envoyer un email au contact d'Emile. Le jour de l'évasion, Ray donne à Hobbs une fausse localisation pour Mannheim, envoyant les gardes dans une course-poursuite futile. Une émeute en bonne et due forme éclate, permettant à Ray, Emile et Javed de foncer vers le pont supérieur. L'équipe de sauvetage d'Emile arrive en hélicoptère au moment où Hobbs déclenche le confinement, piégeant les fugitifs sur le navire. Javed est touché par balle mais se sacrifie héroïquement pour leur faire gagner du temps dans un ultime barreau d'honneur. Ray désactive l'alimentation du navire, est projeté dans l'océan, puis récupéré par l'hélicoptère d'Emile. Avant de partir, Ray fait sauter les réserves de pétrole du navire, anéantissant Hobbs et ses sbires dans une putain gigantesque boule de feu. Sur la côte marocaine, Jessica révèle qu'elle est en réalité la fille de Mannheim, laissant tout le monde sur le cul en dévoilant que tout n'était qu'une brillante mission de sauvetage. À la fin, Hush et Abigail se vengent de Lester en piégeant ce traître de connard dans un container sur un cargo en partance pour on ne sait quel putain de trou du cul du monde.